Bonjour, chers étudiants. Dans cette séance, nous allons la réserver au chapitre 2, stéréoisomérie et analyse conformationnelle. Concernant l'historique de la notion d'isomérie, le terme isomérie tire son origine du mot grec isos, identique, et méros, partie. Le phénomène d'isomérie avait déjà été pressenti par le chimiste français Michel Eugène Chevreuil à l'occasion de ses travaux de recherche sur les corps gras publiés en 1823. En effet, Chevreuil écrivait: on sait de plus qu'il y a des substances qui donnent à l'analyse les mêmes éléments unis dans la même proportion et qui sont loin d'avoir les mêmes propriétés. Il faut donc, pour concevoir la cause des différences que ces substances présentent, recourir à des arrangements divers, soit dans leur atome élémentaire, soit dans leur atome composé ou particules. Alors, vers 1825, le chimiste allemand Friedrich Wöhler fut lui aussi confronté au phénomène d'isomérie après avoir préparé l'acide isocyanique, donc de formule HC doublement lié à l'azote, doublement lié à l'oxygène. Ainsi, dans son article « Recherche analytique sur l'acide cyanique », Wöhler conclut que la composition élémentaire de l'acide cyanique est identique à celle de l'acide fulminique. Ce composé a été préparé en 1823 par Justus von Liebig et Joseph Louis Gay-Lussac. Or, les propriétés chimiques de ces deux substances se sont révélées très différentes. Cette découverte était en désaccord avec les théories de l'époque, car on pensait que les propriétés d'une substance était entièrement déterminée par sa formule moléculaire. Donc, chose qui a été changée par la suite. Ainsi, le rédacteur de la revue ajoute-t-il une note de bas de page à la fin de l'article de Wöhler déclarant: mais comme ces deux acides sont très différents, il faudrait, pour expliquer leurs différences, admettre entre leurs éléments un mode de combinaison différent. Donc, c'est un objet qui a appelé un nouvel examen, c'est-à-dire pour déterminer par la suite et pour définir le terme isomérie qui a apparu en 1831 sous la plume du chimiste suédois Jacob Berzelius. C'est dans son laboratoire à l'université de Stockholm que travaillait Wöhler à cette époque. Alors, dans son article intitulé « Remarques générales sur les corps qui ont une composition semblable avec des propriétés différentes »,
Berzelius crée l'appellation corps isomérique et définit de manière univoque la notion d'isomère. Ainsi, il écrit « J'ai pensé que je pouvais choisir entre les deux dénominations de corps homosynthétiques et de corps isomériques. Le dernier a la préférence sous le rapport de la brièveté et de l'harmonie, et c'est pour cela que je me suis décidé à l'adopter sous la dénomination de corps isomérique. Je comprends donc ceux qui, avec une composition chimique semblable et un même poids atomique, bien sûr, possèdent des propriétés différentes. Alors, de nos jours, en chimie organique, on parle d'isomérie lorsque deux molécules présentent la même formule moléculaire, mais possèdent des formules de structure semi-développées et développées différentes. Les isomères possèdent ainsi des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes. On distingue différents types d'isomérie, notamment les isoméries de constitution objet de ce chapitre de cours et les isoméries de configuration ou isomérie stérique, où on distingue deux types d'isomérie, l'isomérie géométrique et l'isomérie optique, que nous allons développer, que nous allons voir ensemble dans les prochaines séances de cours. Alors, comme je l'ai dit précédemment, deux isomères sont deux composés qui ont la même formule moléculaire brute, mais dont les molécules sont différentes. Nous allons donc commencer par étudier l'isomérie de constitution, l'isomérie de configuration et l'isomérie géométrique, donc seront traités dans les prochaines séances de cours. Les isomères de constitution sont donc des isomères dont les molécules diffèrent par l'ordre ou la nature de liaison qui relie les atomes entre eux. Avant de définir les types d'isomérie de constitution, ça c'est une opération qu'on fait à chaque fois qu'on veut traiter, c'est-à-dire les isomères, il faut calculer le degré d'insaturation, qui est appelé aussi nombre de cycles et de liaisons multiples. Nous avons par exemple une molécule avec la formule NHX, XY, NZ, OT, où le N définit le nombre d'atomes de carbone, X définit le nombre des hydrogènes, Y définit le nombre des halogènes, et Z définit le nombre d'atomes d'azote, et T le nombre d'atomes d'oxygène. Donc, le degré d'insaturation, il est égal à N moins X plus Y divisé par 2, plus Z sur 2, plus 1. L'isomérie de constitution regroupe donc 3 types d'isomérie. Alors, avant d'attaquer l'isomérie de fonction, je vais m'arrêter sur le degré d'insaturation. Par exemple, si le degré d'insaturation est nul et égal à 0, alors là, vous n'avez ni double liaison,
ni triple liaison, ni cycle. C'est-à-dire, vous avez que des liaisons simples. Alors, si le degré d'insaturation il est égal à 1, alors là, vous avez la possibilité d'avoir soit une double liaison ou un cycle saturé. Un cycle saturé, son degré d'insaturation, il est égal à 1. Dans le cas où le degré d'insaturation est égal à 2, nous avons donc plusieurs possibilités, c'est-à-dire d'avoir soit deux doubles liaisons, soit une triple liaison considérée avoir le degré d'insaturation est égal à 2, soit une double liaison et un cycle saturé, soit un cycle avec une insaturation. Donc, vous voyez bien que lorsque le degré d'insaturation augmente, les possibilités d'isomérie, bien sûr, vont augmenter, c'est-à-dire la liaison, c'est-à-dire les isomères vont être donc écrits de façon à ce que, si on a une double liaison sur une chaîne, donc les isomères, donc la double liaison peut adopter plusieurs positions et par conséquent, on aura affaire avec plusieurs isomères. Alors, concernant l'isomérie de fonction, si par exemple on considère la formule moléculaire C3H6, oxygène, le degré d'insaturation est égal à 1, alors vous remarquez là que vous avez un oxygène. Cette insaturation, comme je l'ai dit précédemment, peut être soit un cycle, soit une double liaison. Donc, cette dernière, donc elle dit soit un cycle, soit une double liaison. Cette dernière peut s'écrire soit sous forme, donc la double liaison, j'ai la possibilité entre C doublement lié à C et C doublement lié à l'oxygène. Donc, un carboné. Alors, si on prend les isomères ayant pour fonction principale le carbonyle, donc ils sont de deux types. Là, vous avez une cétone et là, vous avez la fonction aldéhyde. Ces deux molécules, il est à rappeler que ces deux molécules possèdent la même formule brute et possèdent donc le même degré d'insaturation. Le propanone est une molécule ayant une fonction cétone et le propanal est une molécule ayant une fonction aldéhyde. Ce sont donc des isomères de fonction. Ils diffèrent par la fonction chimique. Ici, une cétone et là, une fonction aldéhyde. Alors, concernant l'isomérie de position, si on prend l'exemple de C3H8 oxygène avec un degré d'insaturation égal à 0, de cette formule moléculaire, on peut générer donc deux isomères. On va raisonner sur la position de la fonction alcool. Lorsqu'il est en position 1, donc ça va nous donner le propane 1-ol. Lorsque la fonction alcool est en position 2, ça donne le propane 2-ol. Alors ces deux isomères diffèrent par la position de la fonction chimique, ici en position 1, et là, la fonction, elle est en position 2. Donc, ce sont deux isomères de position.
Il est à noter que lorsque vous avez, dans le même cas, plus de carbone sur la chaîne, alors vous aurez plus de possibilités de position de la fonction alpha. Alors, une remarque importante, c'est-à-dire au niveau de méthoxyéthane, là, c'est un isomère de fonction. Donc là, j'ai un éther et là, j'ai un alcool. Donc, c'est un isomère de fonction et non un isomère de position. Alors, s'agissant des isomères de chaîne, le plus simple des exemples est les deux composés ayant la formule C4H10. Il s'agit du butane et des 2-méthylpropane. Voilà, donc vous avez la chaîne donc linéaire, et là vous avez une chaîne ramifiée. C'est-à-dire, là, nous avons 4 atomes de carbone, dont l'unité structurelle fondamentale, et là vous avez 3 atomes de carbone dans l'unité structurelle fondamentale. C'est-à-dire qu'on a ramifié la chaîne de sorte que la disposition des carbones de la chaîne carbonée est différente dans cet isomère, d'où l'isomérie de chaîne. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ils n'ont pas la même unité structurelle fondamentale. Ici, l'unité structurelle fondamentale, il est composé de 4. Et là, on a ramifié l'unité structurelle fondamentale, donc, a diminué à 3 atomes de carbone. Et par conséquent, à chaque fois qu'on a une chaîne plus longue, qu'on aura plus de possibilités pour avoir des isomères de chaîne. Alors, la représentation des molécules dans l'espace, en chimie organique, bien souvent, les atomes de carbone sont au centre d'un tétraèdre. Il convient donc de mettre au point des techniques de représentation de ces molécules. Et on va prendre l'exemple du carbone hybridé sp3 pour la représentation en perspective. Donc, ce carbone-là, il occupe le centre d'un tétraèdre régulier. Et nous avons donc les 4 liaisons, deux liaisons dans le plan, une liaison en arrière, une liaison en avant. Et par conséquent, vous avez, c'est-à-dire 2 plans différents. Donc, 2 sont situés dans le plan de la figure, représentés par un trait. Une est située vers l'avant, donc représentée par un triangle plein, et une deuxième liaison située vers l'arrière, représentée par un triangle assuré. Les angles sont tous égaux à 109,28 degrés. La représentation de Newman, la molécule est visualisée selon l'axe d'une liaison carbone-carbone. Et là, donc, il faut faire toujours la différence entre, même si on n'a pas attaqué, donc on n'a pas étudié la configuration, il faut faire la différence entre une conformation et une configuration. Alors, la conformation, c'est la conformation, il faut toujours qu'il y ait une liaison simple, CC, d'où la possibilité de rotation autour de cet axe.
Alors, lorsqu'on parle de configuration, la configuration ne peut, c'est-à-dire la rotation, ne changera jamais la configuration. C'est-à-dire il faut casser, c'est-à-dire les liaisons, avoir l'autre configuration, et par conséquent, il y a une différence, c'est-à-dire très nette, entre une conformation et une configuration qu'on va voir par la suite dans le chapitre de l'isomérie, dans la stéréochimie, le chapitre réservé à la stéréochimie. Alors, concernant la représentation de Newman, donc, comme je l'ai dit, la molécule est visualisée selon l'axe d'une liaison carbone-carbone. Alors ici, vous avez deux carbones, la libre rotation, elle est possible ici, et ces liaisons, donc, ces substitutions, par l'effet de la rotation, peuvent adopter, c'est-à-dire des positions dans le plan, en arrière du plan et en avant du plan. L'observateur doit se situer en face de la molécule, en face de l'axe sur lequel la rotation peut être effectuée. Le carbone de devant, il est représenté par un point, et le carbone de derrière, celui-là, il est représenté par un point, et le carbone de derrière par un rond. Donc, on ne le voit pas. Autrement dit, les liaisons du premier carbone partent du centre du cercle. Donc, je vois cette liaison. Sur ma gauche, je vois la liaison en avant, et sur ma droite, je vois la liaison en arrière. Donc, et celles du second partent de l'extérieur du cercle, parce qu'il se trouve donc éclipsé. Donc ici, l'observateur va se situer ici. Alors, s'il y a un changement au niveau de la disposition des substituants, c'est-à-dire par l'effet de la rotation, lorsque je me place ici, d'accord? Alors, je vois cette liaison en haut, il est là. Donc, je mets le point ici, c'est le carbone que je vois. L'autre carbone, je ne le vois pas, il est caché. Et j'ai une liaison en avant du plan qui est sur ma gauche et une liaison en arrière du plan qui est sur ma droite. Lorsque je passe au second carbone, alors en bas, donc une liaison dans le plan en bas, il est schématisé dans la représentation de Newman, ici, et les autres, bien sûr, en avant et en arrière. Vous avez la liaison en avant et vous avez la liaison en arrière. Alors, de ces représentations de Newman, alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on remarque? On note une conformation ici dite éclipsée. Cette liaison éclipsée par rapport à celle-là, celle-ci et celle-là, et les deux liaisons en avant. Donc, ils sont toutes les liaisons, donc sont éclipsées. Par contre, ici, la conformation, elle est dite décalée, parce que là, vous avez donc une liaison en avant, en haut, et là, vous avez une liaison, une liaison dans le plan en haut, et là, une liaison dans le plan en bas. Donc, c'est une conformation décalée, donc la même chose pour cette liaison en avant, en bas, et une liaison en avant, en haut. Et l'autre, une liaison en arrière, en bas, et une liaison en arrière, en haut. Alors, pour la représentation de Fischer, donc celle-ci sera étudiée dans le chapitre 4.
Alors, concernant la stéréoisomérie, on définit les stéréoisomères des composés ayant la même formule développée plane, mais des agencements différents dans l'espace. Notion d'isomère de conformation autour d'une liaison simple. Donc, il y a la libre rotation, c'est-à-dire vous pouvez, la molécule tourne autour d'elle-même. Donc, on a A, B, C, D, E, F sont des substituants qui peuvent être de même nature ou de nature différente. D'accord? Donc là, du fait, une molécule, du fait de l'agitation de se faire, la molécule peut tourner autour de cet axe et adopter plusieurs conformations. Alors, lorsque je prends l'exemple en faisant des rotations autour de l'axe C d'un angle de 60, on obtient les conformations. Je commence là. Le A et D sont éclipsés dans le même plan et le E et B sont également éclipsés et le C et le D, le F sont également donc éclipsés. Alors, lorsqu'il y a la rotation, donc ce sont les liaisons DEF, donc qui vont, les positions de ces liaisons portant donc le T, le E et le F vont changer. Ici, nous avons fait une rotation de 60. Donc, le T va se déplacer ici, 60 degrés. Le F se déplace ici, 60 degrés. Et le E se déplace ici, 60 degrés. Alors que les positions de A, B et C restent les mêmes, c'est-à-dire la rotation se fait autour de l'axe. Et c'est les liaisons qui portent donc les substituants T, E et F qui vont adopter, c'est-à-dire une position selon la rotation. Alors, lorsque je fais donc une autre rotation de 60 degrés, alors le T va être éclipsé avec le C et le F va être éclipsé avec le B et le E va être éclipsé avec le A. Alors ici, le E, vous remarquez là, le T, il était en haut, et là, c'est le E qui devient en haut. Donc, on va suivre la rotation de 60 degrés. Le E, donc, va se positionner ici. Le T qui était éclipsé, donc, va prendre cette position. Et le F aussi, donc, une rotation de 60. Donc, c'est la même rotation. Le E et le T et le F vont être, c'est-à-dire décalés droite. Alors, en continuant la rotation de 60 degrés C, le E et le C, donc la même rotation, le E et le C vont être éclipsés. Le T et le B, donc une rotation de 60, vont être éclipsés aussi. Et le F, donc une rotation de 60 degrés, vont être éclipsés avec le A. C'est la même rotation de 60 degrés. Donc, on arrive à une conformation éclipsée. Alors ici, donc le F, là, vous remarquez le T qui est éclipsé avec le A, le E qui est éclipsé avec le A, le F qui est éclipsé avec le A. On continue. Donc, on obtient le F qui se positionne là, c'est la même rotation de 60, le E ici et le T là. Alors, si on continue avec la rotation de 60 degrés, on va revenir à la conformation initiale. D'accord? Alors, la molécule, du fait de la rotation, peut admettre donc plusieurs conformations
soit décalé, d'accord? Décalé droite ou décalé gauche ou anti-décalé, qu'on va voir par la suite. Donc, selon les différentes positions des groupements, on parle de conformation. Ces conformations sont comme des clichés de la molécule à des instants particuliers, les atomes étant en perpétuelle rotation, c'est-à-dire, lorsque je fais la rotation ici, c'est le T et le F et le E qui vont changer de position. Donc, ils sont en perpétuelle rotation. Les conformations 1, 3 et 5 sont éclipsées. Là, vous avez donc le A et T, le EB, le FC. Ici, le A avec le E, le F avec le B et le C avec le T. Donc, nous avons 3 conformations éclipsées. Et les conformations 2, 4, 6 sont des conformations décalées. Alors, nous allons commencer par étudier, poursuivre donc l'étude conformationnelle des composés acycliques, l'éthane et le butane. Alors, conformation de l'éthane, l'éthane se présente dans l'espace sous 2 conformations, la conformation éclipsée et la conformation décalée. Alors, pourquoi? Parce que là, nous avons toutes les substitutions identiques. Donc, voilà la conformation éclipsée. Lorsqu'on fait une rotation de 60, donc nous allons trouver la conformation décalée. Lorsqu'on va continuer, on va retourner à la conformation initiale. La valeur de l'énergie potentielle de la molécule varie en fonction de l'angle dièdre entre 2 liaisons CH. Elle est de l'ordre de 11,2 kJ lorsque les atomes sont en vis-à-vis. D'accord? Donc là, il y a une interaction entre les 2 hydrogènes. La variation de l'énergie potentielle en fonction de θ est représentée dans le schéma suivant, dans la figure suivante. Là, vous avez donc la conformation éclipsée avec une énergie de 11,2. Et lorsque je fais la rotation, je me retrouve, c'est-à-dire avec cette conformation décalée, qui est stable, donc il va nécessiter une énergie plus faible, et ainsi de suite. Donc je reviens à l'état initial, conformation décalée, état initial, conformation décalée, jusqu'à ce que je fais le tour de 360 degrés. Donc ça, c'est le diagramme, c'est-à-dire d'énergie. Et on montre qu'il y a, donc les résultats ont montré qu'il y a 5 molécules sur 1000, 5 molécules seulement, en conformation éclipsée. Donc les mêmes conformations pour θ égale à 0 ici sont 20, 240 et θ 60, les autres décalés, 180, 300. Ces 3 dernières étant des conformations décalées. Les 4 sont des conformations éclipsées, donc ils nécessitent une énergie donc plus grande que celle, donc ici c'est pratiquement donc 0. La molécule est très stable. Donc ceci est grâce à la relation de Boltzmann, donnée ici, T sur NE égale l'exponentielle moins delta H sur RT. Et pour les conformations du butane, le deuxième exemple, il y a 4 conformations remarquables. Donc, ici, nous avons, c'est-à-dire 2 conformations, une conformation décalée et une conformation éclipsée. Par contre, pour le butane, il y a 4 conformations remarquables. C'est là. Vous avez ici la conformation périplanaire éclipsée.
on appelle S6. Donc, vous avez les deux méthyles qui sont éclipsés. Alors, lorsqu'on fait une rotation de 60, donc le CH3 est décalé droite. Là, je reviens, c'est-à-dire je passe à une conformation également instable, mais plus stable que celle-ci. Donc, les deux CH3 se trouvent éloignés, mais dans une conformation éclipsée, donc anticlinale. Et pour la quatrième, c'est la plus stable. Vous remarquez que les deux CH3 se trouvent dans deux plans différents. Et par conséquent, donc l'interaction est minimisée et la molécule est stable. C'est une conformation anti-périplanaire opposée, donc on appelle S-trans. Alors voilà donc les 4 conformations possibles. Donc partons du conformère décalé 1, ici, dont les deux groupes méthyles sont les plus possibles éloignés l'un de l'autre. Donc ils sont le plus éloignés l'un de l'autre. Cet arrangement est appelé anti. Cette conformation est donc la plus stable parce que l'encombrement stérique y est minimal en comparaison avec cette conformation où les deux CH3 se trouvent dans le même plan. Et ici, il y a une interaction entre l'hydrogène et CH3. Et là, c'est-à-dire la distance, elle est grande et par conséquent, cette molécule sera plus stable que celle-ci. La rotation de 60 degrés autour de la liaison C2-C3 conduit à une conformation donc éclipsée avec deux interactions CH3H. Donc, vous regardez là, nous avons une interaction entre l'hydrogène CH3, ici et ici. Alors, ce rotamère est de 16 kJ par mol, plus énergétique que son précurseur anti. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux interactions hydrogène-CH3. Alors, une rotation supplémentaire de 60 degrés va mener à la conformation 3. Nouvelle structure décalée, dite gauche, dans laquelle les deux groupes méthyles sont plus proches. Donc, ils sont plus proches qu'ils ne l'étaient dans la conformation anti. En raison de l'encombrement stérique, le conformère gauche est plus énergétique que le conformère anti. La différence d'énergie, elle est de l'ordre de 3,8 kJ par mol. Alors, en tournant encore, on arrive à un nouvel arrangement dans lequel les deux méthyles sont éclipsés. Alors, ce conformère reste le plus énergétique de tous, se situant à 19 kJ par mol, plus haut dans l'échelle d'énergie, que la structure la plus stable, à savoir anti. D'accord? Alors, une nouvelle rotation produit un autre conformère gauche. L'énergétique de rotation est résumée dans le diagramme d'énergie potentielle. D'accord? Donc là, vous avez la forme la moins stable, où les deux CH3 se trouvent proches, donc sur le même plan. Ici, les deux conformations plus stables que celle-ci, mais il y a les interactions entre le proton CH3 et le proton CH3. Deux interactions. Alors ici, c'est 19 kJ par mol. Ici, c'est 16 kJ par mol. Alors, les deux conformations donc décalées, donc ça, on revient à l'état initial, décalé, ça ne nécessite pas donc l'énergie, donc la différence, c'est-à-dire d'énergie entre la conformation antidécalée
Et ces deux conformations, il est de l'ordre de 19 kJ. Par contre, la différence d'énergie entre cette conformation antidécalée et les deux conformations décalée gauche et décalée droite, il est de l'ordre de 3,8 kJ par mètre. Alors, le conformeur entier, le plus stable et le plus abondant dans la solution. Donc, environ 72% à 25%. Pourquoi? Parce que la molécule tourne autour d'elle-même, autour de l'axe de C3, de façon à adopter des conformations qui vont stabiliser la molécule. Donc, la proportion de la conformation décalée sera plus abondante avec un pourcentage de 72% à 25%. Son isomère conformationnel de type gauche ou droite, moins stable, donc ne représente que 28%. Alors, un cas particulier, dans certains cas, la conformation décalée gauche, ça c'est une remarque très importante, reste la plus stable que la conformation décalée anti, ceci grâce à l'établissement de liaisons d'hydrogène. Alors, ce que vous avez ici, donc, établissement de liaison hydrogène dans ces conformations-là, alors l'ordre va être inversé. C'est la conformation décalée gauche, décalée droite, qui va être plus stable que la conformation antidécalée. Cette dernière est de nature électrostatique. Entre un hydrogène fixé sur un atome électronégatif, là j'ai un OH, et un autre atome électronégatif, donc l'oxygène, l'azote, le soufre, le chlore et le bromure. Donc, à chaque fois qu'il y a la possibilité de formation de liaison hydrogène dans les conformations décalées gauche et décalée droite, donc la conformation décalée gauche et la conformation décalée droite seront plus stables que la conformation anti-décalée. Alors, des exemples, l'éthane N2-diol, vous avez là OH avec le OH, donc l'oxygène électronégatif. Donc là, il y aura une formation de la liaison hydrogène. La conformation décalée gauche, plus stable, car établissement de liaison hydrogène, il sera plus stable que la conformation décalée anti. La même chose dans le cas où nous avons un atome électronégatif, le brome, il y a établissement de la liaison HBr, et cette conformation décalée gauche sera plus stable que la conformation antidécalée où le brome et le OH, donc il n'y a pas d'interaction, pas de liaison hydrogène, donc il sera moins stable que la conformation décalée gauche. Alors pour terminer donc cette séance de cours, nous passons maintenant à l'étude conformationnelle des composés cycliques et nous allons prendre le cas du cyclohexane. Malheureusement, nous n'avons pas donc la possibilité, c'est-à-dire de le détailler avec les modèles moléculaires, mais on va essayer, c'est-à-dire d'aller doucement pour que vous puissiez, c'est-à-dire comprendre c'est-à-dire l'étude conformationnelle dans le cas des composés cycliques, à savoir le cyclohexane. Alors, le cyclohexane, de façon générale, adopte deux conformations, une conformation chaise et une conformation bateau. Donc, la conformation chaise, je peux passer, c'est-à-dire avec les modèles moléculaires, je peux avoir la conformation chaise et je peux passer directement à la conformation bateau par des simples, c'est-à-dire rotations. Alors, le schéma ci-dessus représente le cyclohexane sans les atomes d'hydrogène. Pour dessiner un cyclohexane en conformation chaise avec les atomes d'hydrogène, il faut procéder de la façon suivante. Voici la... Alors, pour tracer un cyclohexane avec des liaisons hydrogènes, nous commençons d'abord par tracer deux segments de droite possédant une extrémité en commun. Par la suite, on trace deux segments de droite parallèles. L'extrémité
d'un des segments de droite doit arriver au même niveau que l'intersection. Donc, deux segments parallèles et celui-là va arriver dans le même niveau que l'intersection. Alors, on continue par tracer deux segments de droite parallèles aux deux premiers segments de droite tracés, les segments colorés. Vous voyez très bien qu'ils sont, c'est-à-dire parallèles. Puis, on place en haut et de façon verticale et alternée donc les liaisons des atomes d'hydrogène. Par la suite, on trace les liaisons des atomes d'hydrogène parallèlement à la deuxième liaison à partir du carbone qui porte cet atome d'hydrogène. Donc, cet atome d'hydrogène, il est en position axiale. On va tracer la liaison, c'est-à-dire équatoriale, portant l'atome d'hydrogène. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on complète les atomes se situant en position équatoriale. Il est indispensable de savoir que les hydrogènes qui ont été dessinés verticalement sont les atomes d'hydrogène en position dite axiale. Par contre, les autres sont en position équatoriale. Alors, voici donc la conformation, la molécule chaise, cyclohexane, conformation chaise, en 3 dimensions. Et là, vous avez donc le tracé de la conformation chaise en 2 dimensions. Il est également très important de savoir dessiner le cyclohexane selon la représentation de Neumann. Pour cela, on se place devant un plan moyen du cycle, donc il en existe plusieurs, et de représenter ce que l'œil voit suivant l'axe des liaisons, carbone-carbone. Donc, cet atome de carbone non représenté par un cercle, on va la représenter comme celui-là. Alors, les atomes de carbone qui appartiennent au plan moyen du cycle sont représentés par des cercles. Donc, les deux carbones, on les voit. Et on voit les liaisons, c'est-à-dire on va tracer exactement ce que l'œil voit. À partir de ces cercles, partent les liaisons hydrogènes du cyclohexane. Par contre, les atomes de carbone qui n'appartiennent pas à ce plan moyen ne sont pas représentés par des cercles. Donc, ils se trouvent derrière. Il nous est possible de représenter en Neumann le passage d'un cyclohexane en conformation chaise à la conformation bateau et de basculer également vers une autre conformation chaise à l'aide des deux représentations. Alors, il est à noter que dans la conformation bateau, donc nous avons donc un encombrement stérique entre les deux positions axiales extrêmes. Cette conformation reste défavorisée, elle est moins stable par rapport à la conformation chaise. Les positions axiales sur la conformation chaise deviennent après basculement en conformation bateau, puis en l'autre conformation chaise, des positions équatoriales et inversement deviennent des positions axiales. Donc, pour récapituler, donc le cyclohexane se présente sous deux conformations, la conformation chaise et la conformation bateau. La conformation chaise, c'est une conformation après représentation de Neumann qui nous montre que c'est une conformation décalée et par conséquent, c'est une conformation stable. La conformation bateau, il existe un encombrement stérique
qui fait de cette conformation, c'est-à-dire défavorisée, elle est moins stable. La représentation de Newman nous permet de bien noter que c'est une conformation éclipsée. Voilà donc, j'ai terminé donc ce chapitre 2. Je vous remercie pour votre attention.